Bonjour Juan, Bonjour Sonia. bienvenue à Kaina, bienvenue à la paillade. Écoute, comme à la maison. C'est bien. Alors j'aimerais vous connaître un peu plus. Ouais, On va parler de ta jeunesse, ouais, de ton parcours, ouais, de tes expériences, ta ouais. carrière. Voilà. Mhm. Donc, quel genre d'enfant étais-tu? J'étais, je pense, un enfant qui correspondait à ma génération, à mon époque. J'étais un enfant plein de joie, plein d'entrain, un peu hyperactif, à l'image de cette époque Mm. que pouvaient être les années 70, où il y avait un vrai changement de société. Donc il y avait une liesse populaire, il y avait une joie, il y avait la modernité qui arrivait dans nos foyers. Et donc moi j'étais à l'image de ce monde-là, qui était un monde porteur d'espoir. Du coup, c'était quoi l'ambiance pour toi? Quand j'étais gamin, Oui. euh, en fait c'est très marrant, c'est que je n'ai eu conscience de... Le mot origine, ethnique par exemple, ou religieuse, s'est imposé très tard dans mon quotidien. On vivait tous ensemble, dans le même palier. Quand j'étais gamin, il y avait un expert comptable, il y avait une femme retraitée, il y avait un boulanger, il y avait de tout. Il y avait un mélange. C'était la représentation que je me faisais de la France. Plein de gens différents, le plein emploi, il y avait du boulot pour tout le monde. Et, euh, et il y avait aussi ce truc qui pointait son nez, c'était l'arrivée de la culture américaine pour ma génération. Donc voilà, c'était un moment de bonheur où s'entremêlait l'arrivée d'une deuxième chaîne, puis d'une troisième chaîne de télé. La télévision était en train de s'imposer dans les foyers. Les parents parlaient de l'avenir. Le mot chômage, je ne l'entendais pas, ou très peu. Voilà, on va dire que c'était une France qui était en pleine transformation, en pleine métamorphose, et nous, on était au milieu de tout ça. On était cette espèce de génération de transition. C'était ce moment de transition où c'était adieu les années 60, et bientôt on aura tous des voitures qui voleront dans l'espace. C'est sûr. Et voilà, c'était un univers fait de tolérance. En tout cas, c'est vraiment le sentiment et le souvenir que j'en garde. Et ta relation avec tes parents? La relation avec mes parents dans les années 70, elle est très simple. Euh, Elle est faite tout d'abord d'amour. Elle est faite d'intérêt. C'est-à-dire qu'on fait partie de ces générations qui ont reçu euh, de la considération, bien au-delà du fait que ce soit nos parents, par les adultes. C'est-à-dire que tout d'un coup, les adultes se sont rendus compte qu'on existait. Avant, dans les années 60, si tu regardes les images d'archives, à 14-15 ans, un gamin, il est habillé comme un adulte de 40 ans. Il a un costume, une cravate, à part bien évidemment les blousons noirs ou les marginaux. Et nous, tout d'un coup, on est une génération qui a été perçue comme pouvant représenter autre chose. Voilà, on a inventé une, euh, une caste d'enfants avec ses codes. Avant, les enfants devaient épouser les codes des adultes. Tout d'un coup, on s'est dit, tiens, il y a les enfants, il y a les adultes, et entre les deux, il y a les ados, il y a les jeunes gens. Et nous, on a vraiment été euh, les cobayes de cette nouvelle tranche qu'on appelle aujourd'hui les adolescents. Ni adultes ni adolescents, ou adultes et adolescents en même temps. Et aller de pair un flot de consommation, les Walkman, les skateboards, tous ces trucs-là. Voilà. On sortait, mes copains ils sortaient des bidonvilles, les cités HLM sortaient de terre et c'était tout neuf. Il y avait des gardiens, il y avait des poussettes dans les halls, il y avait des fêtes. C'était vraiment voilà, l'aboutissement de l'après-guerre, l'apothéose 65-75. Euh, Quels étaient vos rêves d'enfant? J'en avais pas besoin. La vie, c'était un rêve. Ah oui. J'avais pas besoin de rêver de mieux. C'était ce qu'il y avait de mieux. Il y avait énormément de copains qui venaient de la campagne, que ce soit du Kurdistan, les montagnes du Maroc, le désert d'Algérie,
la campagne de Martinique, de Guadeloupe, puis de Guyane, des copains dont les grands-parents habitaient dans des fermes au fin fond de la campagne française où il y avait de la terre battue dans les cuisines. Nous, tout d'un coup, on avait des bâtiments en dur, avec des salles de bain, avec des baignoires, avec des immeubles tout neufs, avec des bibliothèques, avec des commerces à proximité. Donc c'était le rêve pour nos parents, c'était le rêve pour nous. On habitait vraiment des villes qui avaient été conçues philosophiquement, idéologiquement et architecturalement pour nous. Donc, on avait un boulevard. L'avenir nous appartenait, on vivait dans un monde nouveau. La société française était passée de 70% de gens qui vivaient dans les campagnes, dans la ruralité, à 70% de gens qui allaient vivre dans les villes. Et nous, on faisait partie. Les 3/4 de mes copains allaient ou voir leurs grands-parents à la campagne, ou à la campagne du bled. Donc on était conscient que nous, on tournait un bouton, il y avait de l'eau chaude. C'est quand même Il y a un gros changement. un gros changement. Ouais, on a vraiment récolté les fruits de la modernité. Et bien évidemment, avec cette modernité est venu le lot de désagréments, de désillusions qui a été l'emploi, la drogue, et tout ça, c'est venu après. Mais enfant, on avait l'impression que, je sais pas, il y avait... Comme après un match de foot, comme après 98, quand la France a gagné la première Coupe du Monde en 98, tout le monde aimait. C'était la France black blanc beurre. Et ben, début des années 70, milieu des années 70, c'était ce sentiment-là aussi. Voilà, les bidonvilles avaient été rasés, les gens habitaient dans des immeubles et des appartements propres. Il y avait un sentiment de réussite. On allait à l'école, contrairement à certains de nos parents qui avaient arrêté en école primaire. On avait des collèges tout neufs. On avait la culture, qui tout d'un coup nous expliquait que nous aussi, on avait le droit d'avoir une culture à notre image et qui correspondait à notre génération. On avait les MJC, Maison de Jeunes et de la Culture, on avait les éducateurs, les animateurs. Donc en fait, il n'y avait pas de souci à se faire. Tout était bien. Ouais, il y avait une forme de naïveté. Tu sais ce qu'on peut ressentir parfois juste avant une tempête. Sauf qu'on ne se rendait pas compte que la tempête allait arriver. Nous, on pensait que ça y est, ça serait comme ça pour toujours. On aurait du travail, on s'aimerait, on serait tous égaux. Malheureusement, l'histoire et la suite nous a prouvé le contraire. Et j'ai lu aussi que vous étiez un adolescent rebelle, c'est vrai? Alors, après, quand tu commences à grandir, tu vis les choses sans vraiment comprendre ce qui t'arrive, jusqu'au moment où tu te dis, mais je ne suis pas le seul à vivre ces trucs-là. Et finalement, tu cherches à l'exprimer, tu cherches à l'expliquer, et tout d'un coup, il y a un mot qui s'invite dans ton vocabulaire, c'est l'injustice. Ou en tout cas, un sentiment d'injustice. Truc qui était nouveau pour nous. Parce que nous, on ne savait pas. On vit dans nos quartiers, avec nos copains, dans nos écoles. On ne sait pas qu'il y a du racisme, on ne sait pas qu'il y a du chômage. On est tous ensemble. Il y en a qui habitaient dans des caravanes, ils sont dans des appartements en dur. Il y en a qui habitaient dans des bidonvilles. On est tous ensemble. Il y en a qui sont dans les pavillons. Et tout d'un coup, on se rend compte que pour certains, ça risque d'être plus compliqué que pour d'autres. Différentes raisons. Le choix des orientations scolaires. Il y en a, on les envoie systématiquement en LEP ou en ce qu'on appelait CPPN, ce qui est devenu SECPA après et autres. Et on ne comprend pas. Et puis, on ne peut pas sortir. Il arrive un âge, quand tu as 12, 13, 14 ans, tu veux sortir de ta ville, tu veux aller dans les villes d'à côté. Puis tout d'un coup, tu ne comprends pas pourquoi quand tu vas dans la ville d'à côté, on contrôle tes papiers. Et puis voilà, plein de petites expériences comme ça qui petit à petit te font comprendre que t'es peut-être pas... on est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et donc, une période propice à cela, qui est l'adolescence, tu commences à te construire sur ce sentiment d'injustice que tu ne comprends pas. Parce qu'on t'a jamais dit, prépare-toi, ça va être dur pour toi. Tu te le prends en pleine gueule du jour au lendemain. Et là, effectivement... on partage beaucoup de choses sur le plan générationnel avec mes copains. Mais il y a un truc qu'on a en commun, c'est ce sentiment d'injustice. Et là, effectivement, c'est le terreau propice à la rébellion. Donc, tu te dis, finalement, mon pays, il m'aime pas tant que ça. Donc pourquoi moi je l'aimerais, mon pays? Parce qu'il me dit que je suis pas de chez lui. Et ben si m'aime pas, moi je l'aime pas.
Et la rébellion, ça commence comme ça. Ça se construit sur un sentiment d'injustice, réel ou fantasmé. Mais en règle générale, la rébellion, c'est la conséquence. C'est-à-dire que c'est en réaction à ce que tu ressens au quotidien. C'est-à-dire que quand toi, tu as les moyens de pouvoir passer en quatrième, mais qu'on t'oriente systématiquement en cinquième lycée professionnel, tu vois que ta mère, elle doit aller se battre pour que tu ailles en quatrième comme les autres. Puis pareil en troisième. Et tu dis, ah ouais. Moi, j'ai résumé cette période-là de nos vies, cette prise de conscience, en une phrase très simple. Si tu crois que ta vie, si pour certains la vie c'est un 100 mètres plat, pour toi ça va être un 100 mètres haie. Donc il y a deux cas de figure. Ou tu prends pas la ligne de départ, ou tu arrives plus tôt à l'entraînement et tu repars plus tard. Parce que sinon, avec des haies, tu seras toujours le dernier. Et ça, plus tôt tu es conscient de cela, plus tôt tu peux anticiper et te préparer à ce qui va s'imposer à toi, c'est-à-dire les difficultés, les injustices, le racisme, l'arbitraire, etc. Après, on n'est pas égaux face à ça. Donc il y en a qui sont allés du mauvais côté et d'autres qui ont composé avec. D'accord. Et quelles études as-tu fait et pourquoi? Quelles études? Oui. J'ai fait l'étude de la galère, de l'errance. Je pense que c'est là où j'ai eu mes meilleurs diplômes. Me promener, observer, analyser, essayer de comprendre, être fouineur, chineur, aller là où on ne veut pas que j'aille, dire ce qu'on ne veut pas que je dise et faire ce qu'on ne veut pas que je fasse. Donc ça, c'est le côté un peu vagabond. Et puis après, moi, je rêvais d'être menuisier ou luthier. Je voulais faire des études dans le bois. Mais c'était une époque où être artisan, ouvrier et travailler de ses mains, c'était mal vu. Il fallait passer des diplômes, mettre un costume, une cravate et travailler dans des bureaux comme un esclave. Donc je me suis retrouvé à rien faire. J'étais jusqu'en troisième. Après, j'ai fait une seconde. Après, j'ai fait un bac pro, sténodactylo. Un métier qui était amené à disparaître. C'est sténodactylo. Je ne savais pas, ils m'ont dit bah, tu vas aller en sténodactylo. Et donc j'ai fait un bac pro sténodactylo. Je ne sais même pas, j'ai dû aller la moitié de l'année en cours pour ne pas perturber la classe. C'était que des secrétaires avec des sacs à main, que des filles. Et on m'a mis là-dedans. Donc au bout d'un moment, on m'a dit écoute, si tu viens pas, c'est pas grave. Mais s'il te plaît, perturbe pas le cours. Donc je préférais rester dehors et faire du 80YZ avec mes potes, aller boire du coca et fumer des camels dans les champs. Et puis, voilà, la vie était ce qu'elle était. On est en début des années 80. Dans les quartiers, il y a mes aînés qui tombent sous les coups des aiguilles des seringues. Il y a le sida qui apparaît. Et finalement, je me rends bien compte que c'est la fin du bal. Donc, je ne crois absolument pas au système éducatif, à l'éducation nationale. J'ai très vite compris qu'on était tous, autant les uns que les autres, normalement promis à une carrière d'ouvrier chez Peugeot, de chauffeur-livreur ou peu importe. Donc, j'ai cessé de placer mes espoirs en l'éducation nationale et j'ai plutôt fait confiance à un truc, à une petite voix qui était au fond de moi qui me disait que, en fait, crois en toi parce que personne ne va croire en toi. Donc si tu as envie d'aller à gauche et que tout le monde te dit d'aller à droite, mais que pour toi c'est vital d'aller à gauche, va à gauche. Adviendra ce qu'il adviendra. De toute façon, perdu pour perdu, autant choisir la façon dont on se perd. Autant maîtriser ma perdition et mon errance. Donc j'ai choisi les chemins du vagabondage. La capitale, monter à Paris, etc. Et voilà.